Des balles dans un carton là-bas, ça va prendre du temps. Bon là, la plupart des pièces, elles sont déjà emballées, hein, donc je trouve une accroche où j'ai pas envie qu'il tombe et qu'il s'abîme. Elle était bien emballée. Si en plus il abîme. Alors attends. Ouais, j'ai commencé à bosser avec des oiseaux sur plusieurs pièces en fait. J'ai fait un grand missile couvert d'oiseaux qui sont limite les cheveux au vent, qui sont en train de surfer sur le missile avec, tu sais, du feu à l'arrière et tout. C'est une pièce qui m'a bien plu pendant que je la faisais et après. Et j'ai continué. Cette pièce là, donc qui est terminée, en fait, elle provient d'un matériau extrêmement pauvre. Ça provient de mousse de matelas que j'ai trouvé dans la rue, tout simplement. C'est un peu comme les portes de frigo de Basquiat, il y a ce côté, pas street art, mais tu vois, tu ramasses quelque chose de très pauvre, tellement humble que finalement tu as même le quadrillage. On pourrait croire que c'est la technique de la Renaissance où tu dessines, tu sais, grâce à une grille quand tu regardes à travers ton écran. En fait, c'est simplement la marque du poids du corps sur la grille métallique, le sommier. Et en fait, cette mousse, voilà, l'idée c'était de la travailler comme une ancienne peinture sur bois très épaisse. Alors presque à la fin ça devient trop beau, en plus la thématique, tu vois, c'est un Fantin Latour, ça fait presque une peinture trop classique, donc j'ai eu envie à un moment donné, on a cette jeune femme en plus qui tient un crâne, il y aura des crânes dans l'expo aussi, donc c'est doublement une vanité parce que d'abord effectivement le support est très pauvre, très difficile à peindre, extrêmement difficile, j'aurais dû peut-être au départ déjà étanchéifier la mousse avant de peindre par-dessus, et en fait je me suis mis à peindre tout de suite, donc j'ai dû repeindre le tableau peut-être 4 ou 5 fois jusqu'à que la mousse ne boive plus la peinture. Donc je me suis presque mis dans un travail de méditation, moi-même en fixant une flamme, tu vois, immobile. Et donc cette jeune fille, elle a un côté presque dans une mansarde, enfin ce côté pauvre, j'ai eu envie de rajouter les balais. En fait, il y a le côté Cendrillon. Et automatiquement, étant donné que bon, c'est pour une expo qui s'appelle Le Courage des Oiseaux, il y a cet univers Walt Disney un petit peu où tu as tous les oiseaux qui viennent voler autour du malheureux, l'héroïne ou le héros, voilà, c'est comme dans Le Roi et l'Oiseau, avec le ramoneur et la bergère, tu vois, contre le roi, et puis finalement cet oiseau un peu anarchiste qui vole, qui va partout, voilà. Donc là, il y a la grâce qui vient se déposer dessus, avec éventuellement quelques fientes aussi, et ça va, on a des balais. Les balais au départ c'est aussi un principe d'équilibre, parce qu'effectivement on a ce format très classique, j'avais envie de le casser, tu vois, le transpercer, et puis effectivement c'est des balais que j'ai ramenés du Maroc, donc c'est des produits chinois, donc j'ai une fascination à travers les voyages que j'ai fait en Afrique, très tôt avant que ça arrive en Europe, déjà il y a 10 ans, tu avais cette présence des bassines, cette présence des théières, cette présence de tous les objets usuels qui normalement sont dans des matériaux naturels qui étaient en plastique, y compris les chaussures en cuir, limite les babouches, moulées, en machine, réinjecté en plastique avec les petits nœuds du cuir, les coutures, les surcoutures, tout dans le plastique. Ça c'est génial. Et j'adore en fait ces couleurs. Je m'en suis servi pour des perfs en fait. Ça servait de casque romain. Et là je les ai réintroduits dans plusieurs pièces de l'expo. En fait, il y a toujours un rapport à la guerre dans mon travail. Donc tu as ce côté centurion. Et ce que je trouve intéressant, parce que chaque œuvre j'ai tendance à la concevoir finalement comme une arme, mais comme une arme dissimulée. Parce qu'on te demande pas, je fais pas des œuvres à message ou des œuvres militantes, c'est pas une œuvre sur la condition féminine. Mais en fait, c'est des œuvres qui sont plutôt un peu insidieuses. Et en fait, c'est comme dans les arts martiaux, à un moment donné, alors tu as des paysans en Asie qui pouvaient pas pratiquer, qui n'avaient pas le droit de posséder des armes. Donc qu'est-ce qu'on utilise ? On utilise les objets du quotidien pour se battre. C'est connu, hein, c'est l'histoire du kung-fu. Le nunchaku, c'est quoi au départ ? C'est un fléau pour battre le blé, pour faire tomber le grain. Tu as différentes petites épées ou des choses, enfin c'est des faucilles ou des choses comme ça. Donc là en fait un balai ça peut devenir une arme aussi. Il y a le côté, c'est comme l'envol des sorcières, tu vois, c'est l'échappatoire à travers un monde parallèle et le sabbat. Il y a cette notion aussi pour les femmes, voilà, quelles sont les armes utilisées. Et je suis toujours moi un petit peu dans la sorcellerie aussi, hein, de toute façon dans mon travail. C'est comment être, je cherche pas vraiment à devenir un artiste, je veux devenir une sorte de guerrier, sorcier. Voilà, en tout cas pratiquer ces choses-là. Donc c'est une pièce finalement qui a l'air très simple, puis tu vois sur laquelle on peut dire beaucoup de choses. C'est toujours des pièces qui sont finalement à l'arrivée très complexes et qui tissent un réseau imaginaire. Ce qui est intéressant par rapport au reste de mon travail, en tout cas à partir de maintenant,
c'est que ça devient de plus en plus efficace, parce que au lieu de faire d'un côté des objets, de l'autre côté des peintures, les peintures qui gardent même ce côté un petit peu classique, une surface peinte, voilà, et de l'autre côté des objets un peu fous mais qui peuvent avoir un côté pop parce que justement c'est très décoratif l'objet. Là en fait je mélange les deux, donc il va y avoir la 3D, la notion finalement d'objets qui ont une utilité avant, donc qui vont venir étoffer un petit peu la signification, et en même temps il y a le côté crade aussi de la peinture, côté bad painting, les coulures, voilà, le fait d'englober un peu les objets plutôt que de les laisser bruts. Donc voilà, c'est la fusion. Dans mon boulot, c'est un moment de fusion entre des objets et des peintures. C'est des caisses de munitions. Ça, c'est caisse d'objets munitions. Alors là, par exemple, tu vois, c'est à un moment donné, alors voilà, ça c'est d'ailleurs une histoire marrante que je voulais te raconter. Donc ça, c'est une caisse d'oiseaux. Essentiellement, t'as des oiseaux là. Il y a quelques petits poneys, quelques dragons, mais c'est surtout des oiseaux. Et la première pièce que j'ai faite autour des oiseaux, donc les oiseaux, tu vois, qui franchissent l'hiver, qui grelottent, qui arrivent à, soit à migrer très loin, soit à résister, qui sont un peu ce symbole pour moi du passage de la crise qui est salutaire aussi, qui nous amène vers d'autres mondes. J'ai cherché dans toutes mes caisses de jouets des oiseaux pour faire une pièce où j'ai mis peut-être 70 oiseaux dessus. J'ai tellement manqué d'oiseaux qu'à un moment donné je suis devenu fou. Je voulais des oiseaux à tout prix. J'ai même fait les magasins à Arles qui sont pourtant pas donnés pour savoir s'ils avaient des oiseaux à vendre. Et j'avais offert pas mal d'oiseaux à mon fils aussi, donc d'habitude tout le monde plaisante avec ça, mais je lui pique pas ses jouets, en fait c'est plutôt moi qui lui en donne. Sauf que là je suis devenu un peu retors et je suis allé le voir en disant bonjour, est-ce que par hasard ça t'intéresserait d'échanger un jouet contre 2 jouets? Donc je lui ai proposé des hippopotames et des crocodiles contre quelques oiseaux. Donc j'ai eu quelques oiseaux qui m'a filé, bon je lui ai pas pris les plus beaux, j'ai pris des oies, des canards, je lui ai quand même laissé ses aigles et voilà. Et j'avais découvert aussi des magasins de chasse. Et alors il y a eu une scène assez délirante, en compagnie de Rémi qu'on a vu tout à l'heure, si tu veux, où on faisait une petite résidence d'écriture à Vauvert. Un soir on sort se promener, prendre l'air, pour sortir un petit peu de notre travail d'écriture, et je tombe sur un magasin de chasse. Et dans la vitrine, au lieu de voir les éternels canards, colverts, les sarcelles et les pigeons ramiers que tu trouves même chez Decathlon, je vois des barges, donc ils sortent, tu vois, de petits échassiers avec un grand bec fin, donc je dis on rentre, on va demander. Et là le gars donc nous voit rentrer, il se dit sûrement, bon on n'est pas des Parisiens, hein, on vit à Arles, mais on est des voisins en fait, mais il se dit c'est qui ces mecs, ils sont pas de Vauvert, c'est une petite ville, ça doit être des touristes quoi. Donc je lui demande le prix, il doit se dire encore des mecs qui vont me barber, ils vont demander, puis ils vont ressortir. Je lui demande le prix des barges, il me dit 5 €, tu vois, il s'imagine que c'est cher, ou 5-6 €. Puis je vois qu'il y avait plein de foulques sur empilés, toutes sortes d'oiseaux, donc je commence à lui dire, bon je vous en prends 5. Donc il a halluciné, je voulais les canards, puis je vois des pies, donc les pies c'est super dur à trouver. En fait je suis reparti, je lui ai pris peut-être, je sais pas moi, 30 ou 40 oiseaux. On a dévalisé le magasin, ça faisait une somme assez rondelette. Il y avait 15 chasseurs qui attendaient derrière avec leurs fusils pour les faire régler ou quoi, et bon, ils s'impatientaient pas parce que c'était une scène surréelle. Et ce qui est marrant quand tu prépares justement des œuvres aussi, c'est à un moment donné d'aller bousculer le quotidien des gens, y compris là dans simplement une dynamique d'achat de matière. J'aurais pu prendre moins d'oiseaux, mais c'était un instant tellement drôle, tellement décalé, d'arriver dans ce magasin, de ne pas être chasseur du tout, de ne pas être habillé comme un chasseur, de ne pas avoir le treillis, et tout d'un coup de lui acheter des oiseaux. Il y avait beaucoup de trucs dans l'atelier jusque-là, mais ils sont tous partis. Il y avait des casques. Les casques étaient bien. Alors. Ça fait très longtemps que j'avais énormément d'avions. Et en fait, j'ai fait une expo à Hamburg-Saint-Bois-Santé, à la galerie donc à Montpellier, où il y avait déjà l'idée du crash d'avion, parce que c'était l'idée de l'île déserte, tu sais, donc j'avais été aussi inspiré, j'avais travaillé à partir de la série Lost, où bon, il y a le crash d'avion au début, c'est pas après le sujet de toute la série, le sujet c'est l'adaptation d'un groupe sur une île de la vie sauvage, mais c'est vrai que, étant donné qu'en plus là je fais une expo sur le courage des oiseaux, il y a cette idée aussi de l'envol et de la chute. Donc j'ai commencé à un moment donné, tu vois, j'ai pris un ange là, l'ange de la chute, qui joue avec cette colonne d'avion. Et puis j'ai continué.
Et avec ce Saint-Pierre là qui tient le berceau, ce qui est intéressant, c'est aussi quelque chose d'un peu nouveau, c'est que j'ai mis du son. Donc j'ai réparé un jouet pour qu'il refonctionne et avoir du son. Sauf qu'au lieu d'avoir un bébé, tu as effectivement l'envolée du petit Jésus sur une colonne d'avion en flammes. Donc là, donc ça m'intéresse. Avant, j'avais tendance à tout englober dans la résine et à masquer finalement les sons potentiels, quoi, voilà, pas à les utiliser. Là, je peux pas te les montrer parce qu'ils sont partis au centre d'art de Istres, mais il y a des aigles noirs à 2 têtes qui sont des blasons. Il y en a un, si tu appuies sur sa poitrine, voilà, ça fait des éclairs verts. Alors, la pièce qui m'intéressait devant, là, c'était vraiment pour Noël. Étant donné qu'on a bossé sur Winter is Coming, l'esprit de Noël, en fait, l'esprit du sacrifice au roi des morts, hein, le roi habillé de pourpre, qui est le Père Noël. Donc j'ai réparé ce jouet aussi. Voilà, et bon, c'est hyper simple au départ, hein, c'est 2 objets comme ça à coller. Mais comme les gens ont tendance à oublier l'aspect sanglant des ogres de Noël, parce que c'est ça, c'est les enfants finalement reçoivent des cadeaux, il y a un échange de cadeaux qui est propitiatoire par rapport à l'hiver qui symbolise la mort de la nature, il y a tout un truc autour de ça. Et les bonnets rouges, dans beaucoup de... Bonnet rouge, par exemple, c'est un lutin qui vit dans les châteaux écossais, en vigne. Et normalement, il tue les gens avec une hache, il leur coupe la tête. Il a des serres d'aigle aussi à la place des mains, donc il peut les déchiqueter. Et il teinte son bonnet dans le sang de ses victimes, donc il tue des touristes en Écosse. Donc tu as des esprits de la nature, comme ça, des esprits de terroir qui sont des serial killers. Et la couleur rouge en général pour le vêtement en fourrure des ogres du Nord ou des esprits du Nord ou des gentils lutins qui font des cadeaux, en général c'est pas c'est pas très bon signe, quoi. Voilà, c'est plutôt le signe qu'effectivement il y a un rapport avec la vie et la mort. Alors, les maisons ou les cabanes, c'est parti au départ d'une réflexion sur une expo qu'on devait faire avec Renaud Barguès à Paris, qui s'appelait Unknown Camp. Et ça fait plusieurs années que je travaille avec des jouets pour faire des sculptures qui ont un côté arbitraire, parce que je vais traiter différentes thématiques. Bon, il peut y avoir un côté apparemment superficiel, tu vois, tu fais un buste de César, un Pikachu, bon, pourquoi tu le fais ça fascine les gens, parce qu'il y a le côté Archimoldo et tout ça. Ils sentent qu'il y a un processus à l'œuvre qui est intéressant, mais ce qui les séduit avant tout, c'est quand même la facilité de l'image, le côté figuratif. Là, en fait, ce qui est curieux, c'est qu'on n'est ni dans l'abstraction, ni dans la figuration, d'un côté effectif. J'ai vraiment l'impression, quand je fais ce travail-là, bon, ça, c'est pas les plus anciennes, les plus anciennes, elles sont à Paris, je les ai pas sous la main, mais tu as le côté autoconstruction et auto-reconstruction. En fait, je me renseigne beaucoup en ce moment, depuis quelques années, sur toutes les techniques de fabrication de maisons par des architectes, tous les projets de maisons écologiques à bas coût. Moi, je suis pas au top de ma forme, je peux pas porter des parpaings, des gros sacs, mais dans la miniaturisation et le recyclage d'objets plastiques, je peux quand même travailler un petit peu sur cette idée de maison et voir qu'est-ce que c'est pour moi que s'abriter, construire quelque chose. Donc en fait là, ça ne représente rien, c'est-à-dire que chaque objet n'est que ce qu'il est et il sert à un moment donné de mur, de toit, de porte, de fenêtre. Et l'idée en fait, qui en fait était sous-tendue dans tous les objets précédents, c'est ça qui est intéressant avec les maisons, elle révèle cet aspect-là. C'est la manière dont quelque chose se construit et la manière dont quelque chose se construit à partir du chaos. Et comme on est dans un monde, les gens en ont un peu conscience mais n'arrivent pas à le garder à l'esprit en permanence parce que c'est trop douloureux, on est dans un monde qui va quand même se cracher gravement, puisque on n'aura plus de pétrole d'ici à 10 ans, la consommation de pétrole augmente, ça va arriver très vite, les autres énergies ne sont pas du tout au point, ça produit très très peu d'énergie par rapport au pétrole, en déplacement. Là, on a des objets plastiques, on a des objets qui sont issus du pétrole, donc ça, pour l'essentiel, en tout cas on peut leur dire adieu, donc ça va devenir une matière déjà assez rare, c'est intéressant de les sauvegarder. Sinon ça part en plus dans l'océan, ça sous forme de particules, ça se retrouve dans nos organismes. Et en plus c'est des jouets. Alors les jouets, c'est pas du tout le côté enfantin, je joue pas à la poupée, c'est parce que tu te rends compte assez vite qu'en fait, par rapport au monde dans lequel on est,
Les enfants, de toute façon, sont dressés à la consommation et à l'attitude en société. Les jouets sont là pour représenter l'ensemble de l'univers, l'ensemble du monde. Tu as tout dans les jouets. C'est fascinant. En fait, tu as l'impression d'être dans un temple religieux où tu trouves à un moment donné des statuettes, des Cyclades, des représentations, tu vois, des divinités. Pour moi, il y a un aspect vraiment très religieux dans le jouet. Donc je les reçois, ces jouets, comme des traces d'une civilisation défunte, comme si je creusais dans un terrain et que je trouvais ces objets-là et j'essaye de comprendre leur signification en fait. Et ça a l'air évident, tu te dis un avion c'est un avion, un cochon c'est un cochon, mais en fait c'est pas si évident. C'est comme une cassette VHS. Pourquoi là je me sers des cassettes il faut comme dalle de béton? C'est parce que justement c'est des supports qui sont toujours intéressants mais qui sont de moins en moins lus ou on peut plus les lire parce qu'on n'a pas forcément les outils. On peut aller chercher chez Emmaüs un magnétoscope, mais globalement c'est plus difficile de pouvoir lire ce support. Les objets, les jouets, qui sont des représentations du monde, en fait c'est des images, c'est un assemblage d'images. On peut avoir du mal à les lire de par justement le fait qu'ils renvoient à des choses. Moi je les relis en fait. En les reliant, j'arrive à les relire. Et en fait je suis comme un naufragé, c'est un travail de naufragé, c'est un travail de Robinson Crusoe. Un Robinson, qu'est-ce qu'il fait? Il construit des redoutes, il construit des cabanes, il construit des abris. Les trois petits cochons construisent des abris contre le loup. Le loup, pour moi, c'est justement ce souffle du changement du monde, ce truc qui va nous jeter à terre, peut-être vers un monde meilleur, mais en attendant, ça va causer pas mal de bordel. Je cherche à m'abriter et je cherche à reconstruire mon rapport au monde à partir d'une grande décharge, un grand bidonville, ou d'une grande plage, une grève où tu as des objets flottés qui arrivent comme ça. Les jouets, c'est ces objets jetés au courant, au fil de l'eau, qui m'arrivent et que j'essaye de comprendre, comme s'ils n'avaient plus de sens. Et tu vois, j'essaye de reconstruire un sens. Donc chaque maison, c'est comme une boîte crânienne. C'est pour ça aussi que j'ai fait des crânes. C'est pour abriter la folle du logis, l'imagination. C'est des boîtes dans lesquelles on peut penser. On peut essayer en tout cas de trouver un abri, un refuge pour essayer de comprendre un peu les choses dans un monde qui est mouvant, un monde qui est chaotique. Mon travail est chaotique. Je fais des tas de choses très différentes. En fait, je suis complètement admiratif de la capacité de changement qu'il y a dans les choses. Le problème de l'humanité actuellement, c'est qu'on déteste le changement en fait. On endigue les fleuves, on veut pas que ça déborde. Et le problème, quand on essaye d'arrêter le cours des choses, le flux du changement, c'est que d'abord on s'adapte moins bien, et puis en fait à un moment donné on les appauvrit, elles dépérissent, il n'y a plus d'humus, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de variété, il y a de moins en moins d'espèces. C'est sûr que si tu veux avoir une race à viande, une race à lait, hop, tu zigouilles toute la variété des races de vaches et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est un travail qui a l'air tout gentil, tout mignon, mais en fait c'est un travail assez guerrier aussi. Sauf que au lieu d'être dans l'attaque, c'est plus une histoire de repli et de barricade. Ça, c'est des séries Facebook. Bon, elles sont pas complètes. Normalement, je les présente pas comme ça, tu vois, c'est vraiment par 5. Il faut de la place. Là, on est dans l'atelier, donc c'est un peu entassé. Le principe au départ, en même temps, c'était un empilement, comme finalement pour les cabanes, comme pour tout ce que je fais. Il y avait une collection d'images, collection de visages. Donc, c'était un travail assez léger au départ. Je me suis dit, tiens, je suis sur Facebook, tous mes amis sont ailleurs, il me manque. Et l'envie aussi de concrétiser des relations virtuelles qui restaient exaspérantes finalement de superficialité. Donc j'ai commencé à piquer des photos, pas forcément les photos de profil, mais des photos dans les albums des gens, et à les peindre. Alors, mis à part tout seul, je trouvais que ça faisait des peintures vachement classiques, il y avait un côté plat. Donc pour que même mes peintures moi soient plus péchues, plus colorées, etc., qu'il y ait une sorte d'enjeu différent, j'ai commencé à les assembler par 5. Donc les gens qui se connaissent pas, voilà, je les faisais comme ça sous forme de grandes meurtrières, comme un paysage mental en fait. C'était une sorte d'instantané du réseau. Et j'ai beaucoup bossé là-dessus en parallèle d'autres séries. Donc au fil de plusieurs années, j'ai accumulé à peu près 80 portraits, sans enjeu, parce que finalement le portrait très souvent c'est de la commande.
Là c'est pas de la commande, au contraire, il y a une forme de violence, puisque je prévenais pas les gens, je leur piquais leur image, et dès qu'elle était peinte, je les reprenais en photo, je les individualisais quand même dans la série, et je les piquais comme des papillons, foutant une épingle Facebook, ça s'appelle épingler les gens directement, avec leur nom. Donc les gens voyaient leur visage sous forme de peinture qui réapparaissait quelque part sur internet, mais au lieu de réapparaître comme des vagues simplement de virtuel avec une petite modification Photoshop ou quoi, ils savaient que quelque part il y avait leur visage en peinture qui existait, qui participait d'un ensemble, une sorte de grand jeu de cartes que je pouvais battre et rebattre, avec des rois, des reines, des cavaliers, des valets. Et comme dit Desplechin pour son film Roi et Reine, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est les relations à un moment donné entre les gens, et on a envie finalement de savoir ce qui se passe, comme dans les tragédies de Racine, hein, c'est chez les nobles, les cartes importantes, enfin, tu fantasmes là-dessus un peu, c'est qu'est-ce qui se passe dans le château, finalement dans la chaumière, y a beaucoup de boulot, et puis les gens ont faim, c'est tout. Donc voilà, donc il y a ce petit côté roi et reine aussi, j'avais envie d'anoblir les gens au moment où je leur coupais la tête. Donc voilà, c'est toujours un côté révolutionnaire, tu vois. Allez, vous êtes aristocrate, mais par contre maintenant à la guillotine, chasseur de tête. Donc voilà, pour ma petite entreprise, je suis devenu chasseur de tête. Et si tu veux, c'est devenu assez marrant. Presque, ça me coûtait, ça devenait vraiment un boulot difficile, tu vois, d'accumuler toutes ces têtes, de les stocker. C'est devenu quelque chose qui valait aussi par cette folie, à moi, de dire, bon, j'ai 3000 contacts, jusqu'où je vais aller, tu vois, dans cette collection. Voilà, donc j'ai fait plusieurs expositions de ce travail, pas du tout présentées comme ça. Là, on a cherché dans les archives, on en a accroché quelques-unes. Mais alors après, tu avais des séries très différentes. C'est une série où il y avait des bleus, bon, il en manque une. Normalement, c'est 5 et il y en a une qui a été vendue. Ça, c'est une série où j'avais travaillé avec des bandes et des effets un peu de diffraction lumineuse. J'en ai vendu une aussi, je sais pas où j'ai rangé les autres. Voilà. Donc le projet Facebook, toujours cette idée d'articulation, d'accumulation, de création d'une forme d'ordre dans un chaos. Quelque chose qui m'est proposé à travers Google, Facebook, la grande décharge des images du monde. Voilà.